vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 4 décembre 2025, avec les anthropologues Rhiannon Guez, doctorante en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du centre Norbert Elias, Laurent Serrault, professeur à l'Université Aix-Marseille et chercheuse à l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie sociale, 2 des 14 auteurs et autrices et chercheurs et chercheuses de l'ouvrage collectif Mazan, anthropologie d'un procès pour viol, ainsi que Perrine Lachenal et Céline Lesourd, chargées de recherche au CNRS et membres du centre Norbert Elias, coordinatrice de cet ouvrage paru aux éditions Le Bruit du Monde. La rencontre était menée par Jérôme Courduriès, anthropologue à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Merci à la librairie pour son accueil aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va commencer tout de suite par rappeler le contexte du procès de Mazan. Évidemment, c'était difficile d'échapper à cette actualité il y a un an et un peu plus, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait inutile de rappeler quelques éléments, si vous le voulez bien. Qui souhaite... Je peux vous les rappeler ? Oui. Alors, donc, Maxime l'a évoqué un peu rapidement, effectivement. Donc, alors, à ma gauche, je vais commencer par ma gauche, Perrine Lachenal, qui est chargée de recherche en anthropologie au CNRS et membre d'un laboratoire marseillais, le centre Norbert Elias. Ensuite, Céline Lesourd, également chargée de recherche en anthropologie, toujours au centre Norbert Elias à Marseille. Ensuite, à sa gauche, Rhiannon Guez, qui est doctorante en anthropologie, elle aussi au centre Norbert Elias à Marseille. Et enfin, Laurent Serrault, qui est professeur des universités en anthropologie à Aix-Marseille Université. Voilà, pardon de ne pas l'avoir fait avant. Donc Céline, est-ce que tu veux bien nous rappeler quelques éléments de contexte d'il y a un an ? Merci Jérôme, bonjour, merci à toutes d'être présentes. Sous comme ça, voilà, consigne. Rappel des faits, donc en septembre 2020, Dominique Pellicot est surpris par un agent de sécurité du Leclerc de Carpentras en train de filmer sous les jupes de clientes. L'agent de sécurité prévient la gendarmerie. La gendarmerie intervient et place Dominique Pellicot en garde à vue. Lors de la garde à vue, le matériel et ses affaires sont confisqués et les gendarmes remarquent dans ces 2 téléphones des photos et des vidéos et des messages à caractère pornographique et des vidéos des viols de Gisèle Pellicot. Donc, Dominique Pellicot est relâché le lendemain matin, la garde à vue est levée, mais une enquête est demandée. Et pendant cette enquête, qui va durer 3 mois avant la réarrestation de Dominique Pellicot, le matériel informatique est saisi au domicile des Pellicot et une enquête psychologique est demandée. À l'issue de cette enquête, qui va durer 1 an, 92 viols ont été commis, en tout cas pour ceux qui ont été filmés, sur la personne de Gisèle Pellicot, donc plus tous ceux qui n'ont pas été filmés, notamment les viols de son mari. Et 52 personnes, 52 hommes vont être arrêtés par vagues successives sur 3 mois. Le procès commence le 2 septembre 2024, donc il y a 1 an et 3 mois. Et comme vous le savez toutes, Gisèle Pellicot demande l'ouverture du huis clos pour que, je cite, la honte change de camp, donc reprenant et se faisant la voix d'un slogan féministe. Et donc c'est là que cette histoire croise notre histoire au moment où le huis clos est enlevé, les journalistes et le public peuvent accéder à la salle d'audience et le procès d'un fait divers va pouvoir devenir un procès de société.
Merci Céline. Justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous rappeler nous expliquer comment est né le projet de cette enquête? Vous habitez et travaillez à Marseille. Le procès se passe en Avignon. J'imagine que ça n'est pas sans rapport. Pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a conduit à décider de conduire cette enquête? Et peut-être par la même occasion, vous pourriez aussi spécifier la manière dont vous avez travaillé. Vous avez mené une enquête ethnographique. On n'est pas tous et toutes familières de ce que c'est qu'une enquête ethnographique. Ça serait peut-être utile d'en dire 2 mots. Je commence et puis du coup, on reprend un peu la narration puisque ça démarre quand même en forme de récit, puisque donc le procès commence. Nous, comme l'a rappelé Jérôme, on est toutes anthropologues. On est à ce moment-là dans notre laboratoire de recherche à Marseille. Et au début du procès, la dimension historique de ce qui est en train de se passer, elle est apparente de manière évidente. C'est un procès qui marque, qui est exceptionnel sous bien des égards, par le nombre d'accusés, par la médiatisation très forte, immédiate, par déjà ce qu'on en dit, on suppose qui va être historique. Et on commence à en parler au début un petit peu à 2, à 3, aux pauses, à la machine à café. Et il va nous falloir quand même quelques semaines avant que ces conversations un peu informelles se transforment progressivement en une idée qui était du coup de s'y rendre. Ensemble. Donc on est toutes chercheuses en sciences sociales. On est par ailleurs, donc on va partir, on sera 14 en tout dans l'équipe, 2 garçons, 2 hommes et 12 femmes. On est toutes et tous spécialisés dans le champ des études de genre, et pour la plupart d'entre nous aussi sur des questions de violence sexuelle, mais voilà, pas forcément sur des terrains en France, pas du tout forcément sur les questions qu'on va aborder à Mazan. Mais progressivement, on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas aussi la place des anthropologues, des chercheuses en sciences sociales, de s'y rendre en tant que on a aussi une mission de service public, on a aussi le désir d'être actrice de notre société, et on s'est senti déjà interpellée en tant qu'anthropologue, donc en études de genre notamment, et puis on avait pu constater, ça c'est des choses qu'on a pu se dire entre nous, qu'il y avait eu d'autres mouvements sociaux importants récents, comme notamment les Gilets jaunes, Notre-Dame-des-Landes, ou d'autres expériences de zones à défendre où les anthropologues et les chercheurs en sciences sociales étaient présents. Et on s'est dit, ce procès-là, historique, quand même, on est embarqué pour 4 mois d'un procès historique, judiciairement, pour viol. Est-ce qu'on n'aurait pas notre place? Est-ce qu'on n'aurait pas, avec nos outils des sciences sociales, de quoi y aller, enquêter, restituer, analyser, et ensuite faire en gros notre métier d'anthropologue? Sur donc notre métier d'anthropologue, nos outils, c'est-à-dire qu'on est allé à Avignon en prenant le procès comme un épicentre, mais dès le départ, on avait l'idée de sortir de l'enceinte du tribunal. Donc bien sûr, on y est resté, on a observé le tribunal et ses logiques, comment fonctionne cet espace, comment on trouve sa place quand on arrive à cet endroit-là, qui y est et pourquoi. Aussi les logiques, les dynamiques par exemple à la machine à café ou aux toilettes, mais aussi donc de sortir du tribunal et puis en prenant un événement qui est médiatique et judiciaire, pouvoir parler aux gens de questions, donc par exemple de violences sexuelles, de viol, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce que ça dit, des rapports entre hommes et femmes, donc dans des lieux vraiment divers, depuis le tribunal jusque dans les banlieues d'Avignon et puis le village de Mazan. Et c'était très inédit pour nous de partir comme ça en collectif, puisque d'habitude, on exerce un travail qui est plutôt solitaire. On part enquêter seul avec nos carnets de terrain, etc. Et donc cette fois, on y est allé ensemble. On a loué une maison pendant 1 mois à l'arrière du tribunal. C'était inédit aussi au niveau du temps qu'on avait, puisque on l'a dit, on a notre temps déjà de comprendre que de passer la sidération et d'avoir envie d'y aller ensemble comme ça, 1 mois et demi avait passé, donc il restait environ 5 semaines d'audience avant le verdict.
Et donc, gagner la confiance des gens sur le terrain, c'est pas évident en si peu de temps. Et puis, c'était inédit aussi parce que c'est un terrain qui était donc très médiatisé et très chargé. Donc, comment on fait pour se présenter également différemment des journalistes pour expliquer que nous, notre travail est différent et notre objectif aussi. Non, du coup, un point sur, voilà, c'est-à-dire qu'en même temps, on a des méthodes très classiques de notre discipline, hein, qui sont de travailler par le bas, d'aller chercher vraiment l'expérience concrète des gens, même dans les détails de leur expérience, plutôt que de survoler les choses. Donc ça, c'est nos méthodes classiques, et on va faire des entretiens avec les gens, on va faire des observations des espaces, des lieux, de ce que font les gens. On va s'entretenir avec eux. Donc ça, c'est la dimension un peu classique de notre discipline. Ce qui est moins classique, et qu'a rappelé Riwanon, c'est de travailler sur un temps très court. D'habitude, on travaille sur le temps long, on prend le temps de connaître les gens, on prend le temps de s'inscrire dans des communautés, etc. Donc là, c'est un mois, c'est un procès de 4 mois, mais nous, on n'est pas 4 mois. Et puis aussi, on travaille plutôt en solitaire, et là, on travaille en collectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de travailler en collectif à 14, de façon intense pour l'enquête, mais aussi après pour le travail d'écriture. Et l'anthropologie, juste pour compléter ce que tu viens de dire, Laurence, et pour celles et ceux qui ne seraient pas du tout familières de cette discipline, c'est exactement ça, le travail par le bas, le travail de l'observation du social par l'échelle micro, et une méthodologie de l'immersion. Hein, c'est-à-dire on se déplace vraiment dans les espaces dans lesquels on enquête, et puis on observe. C'est une discipline de la description. On passe beaucoup de temps à décrire ce qu'on entend, décrire ce qu'on voit, et puis surtout à écouter, à tendre l'oreille. Et avec cette ambition, et je pense qu'elle a été particulièrement intéressante, justement dans le cas d'un procès qui était sidérant à bien des manières, d'envisager même la dimension la plus exceptionnelle dans sa banalité. C'est-à-dire dans la manière dont, en fait, tout événement, aussi exceptionnel soit-il, se constitue par des expériences singulières, par du quotidien, par des temps où il se passe beaucoup de choses, puis des temps où il se passe moins de choses, et que c'est un petit peu à la recherche de cette dimension quotidienne de ce procès. 4 mois, tous les jours, depuis là où on est dans la société, selon qu'on soit homme, femme, selon le métier qu'on occupe, selon qu'on habite Mazan ou Avignon, qu'est-ce que ce procès nous fait quotidiennement, dans les micro-détails, dans nos relations. Donc il y avait des dimensions spectaculaires, hein, on en parlera évidemment, c'est un procès qui invitait aussi à penser à quelque chose d'exceptionnel, mais il y avait aussi une dimension, c'est une discipline très modeste, l'anthropologie, hein, qui vient écouter et restituer le réel, quelque part, dans sa dimension la plus incarnée et la plus, l'expérience des gens. Ce procès, c'est une fenêtre évidemment sur la question des violences faites aux femmes, particulièrement dans le couple. Et là, elles étaient particulièrement spectaculaires, si j'ose dire. Mais c'est aussi, votre enquête, c'est aussi une ouverture sur le monde de la justice, hein, dans un contexte très particulier, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que votre enquête illustre, hein, du fonctionnement de la justice dans ce contexte-là, en Avignon? Alors, notre ambition, c'était dès le départ, parce qu'en fait, on avait un temps de terrain très, très court, donc on est parti avec une hypothèse de départ, donc comme l'a dit Perrine, de questionner l'événement. Comment le procès vient faire événement, mais pas seulement comme événement judiciaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on a tout de suite fait le lien dans le laboratoire en discutant du procès, entre le procès de 1978 et celui de 2024. On se disait, 78, c'était le procès du 20e. Le procès de Gisèle, de Pellico sera celui du 21e siècle. Donc, quel est le procès de 78? Alors, procès d'Aix en 1978. Donc, 2 jeunes femmes en vacances dans les Calanques proches de Marseille sont violées par 4 hommes. Le procès a lieu quelques années, même mois, une année et demie plus tard.
Et l'avocate qui défendra ces 2 femmes est Gisèle Halimi. Et ce procès a vraiment changé le paradigme du viol et la façon de considérer, d'un point de vue légal, le viol en France. Donc on a tout de suite fait le lien entre ces 2 procès, mais on ne voulait pas rester focalisé sur l'événement judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'était à la fois de prendre le tribunal comme épicentre, mais pas seulement la salle d'audience et pas seulement ce qui s'y disait. Voilà. Donc notre objectif, ça a été de sortir du tribunal, mais aussi dans le tribunal, d'aller investiguer dans des espaces moins évidents. C'est ce que disait Riwanon tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans le procès d'à côté ? Qu'est-ce qui se passe dans la salle des pas perdus ? Que fait la justice de cet événement et qu'est-ce qu'il provoque aussi pour la justice ? Et notamment, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est tous les dysfonctionnements qu'a induit le procès au sein du tribunal d'Avignon. Avignon est un tout petit, enfin, le tribunal d'Avignon est un tout petit tribunal. Il y a 5 salles, 2 salles réquisitionnées pour le procès, une la salle d'audience, l'autre la salle de retransmission, et un service de sécurité, un seul portique par lequel tout le monde doit passer. Donc tout un service de sécurité qui a été vraiment impacté et mis. Il y a eu des renforts, mais toute la juridiction a été impactée aussi parce qu'il a fallu décaler un tiers des procès qui étaient prévus, par exemple, au tribunal d'Avignon, puisque 2 salles étaient réquisitionnées pour le procès. Donc nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est tous les micro-fissures, les micro-événements au sein du tribunal pour les avocats, les avocates, les greffières, les magistrats, les magistrates, jusque même au service, par exemple, de convoyage des détenus, puisque 18 des condamnés, enfin des accusés, pardon, comparaissaient alors qu'ils étaient en détention. Et donc, il y avait tout un système tous les jours de convoyage depuis la prison du Pontet, qui est à 7 km, et qui nécessitait une logistique, un bus, 4 voitures, 2 policiers par accusé, ce qui en fait était une réquisition générale de toute la juridiction du tribunal d'Avignon, Carpentras, plus un soutien de Toulouse, par exemple. Donc, pendant que toutes ces forces humaines et financières aussi étaient mises au service de ce procès, c'est tout le reste qui dysfonctionnait. Tous les autres procès qui ont été ajournés, pour beaucoup, ou passés en audio, par exemple. Donc nous, voilà, on a travaillé sur l'impact, les dysfonctionnements, ce que ça venait impliquer dans le quotidien du tribunal, le quotidien de la justice, qui manque évidemment de moyens financiers et humains. Oui, on a été aussi justement attentive à la circulation des gens dans cet espace. Il y avait la salle des pas perdus où chaque jour, beaucoup de gens venaient acclamer, soutenir Gisèle Pellicot. Mais il y avait aussi les accusés, leurs avocats qui circulaient dans cet espace. Donc comment tous ces gens coexistent dans un espace qui est restreint ? Comment à la machine à café, on se trouve potentiellement à côté d'accusés ou en fumant une cigarette, comment se tracent les frontières dans un espace où il n'y en a pas. Donc on a été aussi observer ces micro-détails, ces coexistences, la fluidité aussi, la porosité entre le dedans et le dehors du tribunal, puisque il y avait aussi des collages, des manifestations à l'extérieur, mais c'était poreux c'est-à-dire ce qui se passait à l'extérieur rentrait dans le tribunal, ce qui était dans le tribunal sortait à l'extérieur, devenaient certains mots des accusés, certaines phrases ou certains éléments des avocats de la défense étaient collés sur les murs d'Avignon, etc. Donc aussi cette porosité entre les espaces aussi de sociabilité autour du palais, parce qu'il y avait la brasserie qui a été un moment dite la brasserie des accusés. Il y avait le restaurant où déjeunaient chaque jour Gisèle Pellicot, ses avocats, d'autres avocats. Donc aussi ces espaces-là de sociabilité. Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que fait le procès dans ces espaces ? Par exemple, un bar où progressivement le patron a réalisé que c'était les accusés qui étaient là et progressivement a commencé à dire non, je peux pas tous les accepter, donc ceux-là je les mets dehors, mais il y en a qui sont plus tranquilles, alors je les garde. Puis in fine, non, je ne peux pas les garder, c'est pas possible. Mes serveuses sont pas à l'aise avec ça. Et puis moi-même,
j'ai réfléchi aussi en tant qu'homme et je ne peux pas effectivement avoir ces gens dans mon café. Donc voilà, c'est tout ce travail autour de ces espaces qui nous a intéressés. Et puis aussi peut-être, on s'est demandé comment est-ce qu'aujourd'hui l'institution judiciaire française donc traite un procès pour viol, et donc autant dans son côté exceptionnel, extraordinaire, tu l'as dit Perrine, mais aussi dans ce que ça avait de banal comme procès pour viol. Donc c'est assez exceptionnel au sens où on avait déjà 51 accusés en face d'une victime, alors qu'en général ce rapport de force est plutôt inversé. On peut avoir un seul accusé pour de nombreuses victimes. Et puis, on a affaire à une personne qui est considérée comme une bonne victime, c'est-à-dire Gisèle Pellicot. Elle a toutes les preuves, donc la matérialité des faits de viol est parfaitement établie avec toutes ces vidéos donc, que tu as mentionné, Céline. C'est une femme qui a été violée chez elle, absolument inconsciente, donc par la soumission chimique. Et c'est une femme d'âge qui a 70 ans environ au moment du procès, donc elle n'est pas considérée parfois comme l'image qu'on peut avoir d'une victime ou d'une personne dite violable, donc d'un corps jeune et désirable. Et pour autant, on a eu affaire à donc des violences de prétoire, des stratégies de défense qui remettent en cause encore la responsabilité de la victime. Et ça, c'est pas un discours qu'on a entendu seulement dans l'audience. Cette question de la responsabilisation de la victime de ces viols, on a eu beaucoup d'échos dans la rue. Donc de toujours remettre en cause sa parole et le fait qu'elle ne s'en soit pas rendue compte. Et puis sinon, au niveau de la violence de cette justice, elle n'est pas seulement à l'égard des victimes, mais aussi dans la façon dont est rendue la justice pour les accusés. Donc ce qui était bien à ce niveau-là, c'est que personne d'entre nous n'est spécialiste aussi des procès et du judiciaire, donc on s'est laissé surprendre et c'est vrai qu'on a été très surprise. Ça, c'était partagé par la violence des stratégies de défense. Donc, elles sont particulières puisqu'il s'agit de défendre des gens qui sont, quand on a déjà toutes les preuves, mais pour autant ont été mobilisés des concepts donc comme celui du bon père de famille. Donc, si on veut défendre quelqu'un et exagérer son côté bon père de famille, donc ce n'est pas quelqu'un qui violerait, alors on appelle particulièrement les épouses ou les filles à la barre, et les filles qui sont jeunes, jolies, étudiantes, très sérieuses, vous voyez, elles aiment leur père et elles aimeraient qu'il reste pour les voir grandir, par exemple. Ou alors, au contraire, quand les accusés ne répondaient pas très bien à cette idée, ce concept du bon père de famille, une tendance à les dévaloriser, et là, plutôt en utilisant des arguments carrément donc, classistes ou racistes pour beaucoup. Oui, on a eu des florilèges, donc de les associer de la bestialité des accusés qui était exagérée, ou dans les cas, c'est ça, de dire qu'il a le QI d'une endive en promo chez Lidl, ou alors de dire que c'est une personne qui comprend pas bien les codes en France, alors que c'est une personne issue d'une famille qui vit en France, qui est née en France, et une famille immigrée, donc d'exagérer le fait qu'il ne comprendrait pas le français. Enfin bon, vous en passez des meilleurs. Et donc voilà, donc l'objectif c'était toujours de tirer ce fil de l'événement. Qu'est-ce que ça fait au tribunal, qu'est-ce qu'on retient nous et qu'est-ce qu'on voit de cette salle d'audience de la justice en train de se faire, c'était très hypnotisant. Donc il fallait aussi sortir de cette salle d'audience pour mener notre ethnographie dans l'ensemble du tribunal, dans tous les espaces qu'on ne regarde pas forcément. Et notre objectif aussi dans cette ethnographie générale du tribunal, c'était d'apporter de la complexité à des grandes catégories qu'on mettait vraiment en opposition, et notamment, je pense, aux avocats et aux avocates versus les féministes, les collectifs féministes. Donc on a essayé de prendre ces acteurs majeurs et actrices majeures du procès et d'apporter de la complexité à cette grande étiquette, par exemple, des avocats et des avocates. Alors pendant le procès, on n'a pas pu interviewer les avocats et les avocates parce que c'était pas le moment. Donc on a retourné faire des entretiens en février, mars, en même temps qu'on était en train d'écrire, parce que tout était un peu dans une certaine urgence. Et notre questionnement, c'était, avec cette question de l'événement, comment ce procès s'invite dans vos carrières. Donc on partait toujours du
point de vue du professionnel, quand on est une jeune avocate, dont ça va être par exemple la première plaidoirie, comment on l'écrit, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'on s'entraîne devant les copines, est-ce qu'on répète devant ses parents par exemple, ou des plus âgés, ou qu'est-ce qui se passe dans le cabinet d'avocat quand tout le monde est réquisitionné sur le procès, qu'est-ce que ça a comme impact en termes professionnels, et on tirait toujours le fil sur et qu'est-ce que ça a comme impact chez vous, à la maison, comment on vous a parlé avec vos enfants, avec votre partenaire. Donc voilà, toujours jouer sur le professionnel et sur le personnel, avec pour objectif, parce que c'est notre travail, d'apporter de la complexité, de montrer qu'il y avait 37 avocats et avocates, qui avaient des lignes de conduite, même si on les a un peu tous englobés sous la même étiquette, des lignes déontologiques qui étaient différentes. Notamment, ils ont fait corps, un geste technique, ils avaient leur groupe WhatsApp, ils ont fait vraiment corps des avocats, mais à l'intérieur, ça fissurait. Ça venait faire événement, ça venait faire fissure, ça venait faire cassure, parce qu'on n'avait pas les mêmes lignes de défense. C'est-à-dire que, par exemple, comment on traite Dominique Pellicot? Est-ce qu'on lui met tout sur le dos ou pas? Est-ce que c'est le grand ogre, le grand marionnettiste qui a tout manipulé? Comment on s'en prend ou pas, et surtout pas, déontologiquement, à Gisèle Pellicot? Et il y avait des lignes de fracture qui n'ont rien à voir avec le genre de l'avocat ou de l'avocate, qui n'ont rien à voir avec l'âge. On pourrait penser que des plus jeunes, c'est vraiment des positionnements politiques, des façons de concevoir son métier. Et voilà. Et donc, cette complexité, elle nous a importé chez les avocats et les avocates. Et c'était majoritairement des femmes, alors qu'on a beaucoup plus vu les hommes s'emparer des micros. On a fait aussi la même chose avec les journalistes, essentiellement des femmes. Comment ça vient faire irruption dans leur quotidien professionnel, pour certaines, notamment je pense à des radios nationales publiques, comment elles ont dû passer le pied dans la porte pour dire au chef de rédac, en fait, ce procès, je le couvre pas juste sur l'ouverture, les 2 premiers jours et sur le verdict. En fait, j'y reste 4 mois, c'est pas un fait divers, et on va le couvrir tous les jours. Donc, il y avait aussi cette intrusion, cette volonté de faire événement dans les salles de rédaction. Et donc, nous, on a aussi interrogé ces journalistes, comment vous travaillez, selon que vous êtes dans la presse papier, la presse radio, avoir des images, c'est pas la même chose, comment on filme le procès Pellicot. Qu'est-ce que ça vient faire aussi quand on est une femme, de faire face au visionnage des vidéos? Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'on ramène, comment on vit aussi dans notre groupe WhatsApp, parce qu'elles aussi, elles avaient leur groupe WhatsApp. Qu'est-ce qu'on se raconte, comment on se protège derrière le geste technique d'être une journaliste, comment on décompresse, comment on rit, comment on boit aussi le soir. Donc voilà, comment ça vient frapper l'intime. Donc on avait ces 2 grandes catégories, journalistes, avocates, et la troisième grand groupe. Et la question du public, le public qui était présent en nombre aussi quotidiennement à Avignon, et puis surtout à des dates un peu clés du procès. Et c'est pareil, là encore, on avait envie de contourner parfois les médias par aussi manque de temps. On pouvait juste constater qu'il y avait foule. Il y avait foule devant le tribunal, il y avait foule dans la salle des pas perdus, il y avait foule dans la salle de retransmission. Et nous, du coup, notre chance de pouvoir y être aussi en nombre, ça a été de pouvoir passer du temps à essayer de comprendre justement c'était qui cette foule. C'était qui ces féministes, parce qu'en fait voilà, il faut savoir qu'il y avait effectivement foule dedans, il y avait des femmes qui se disaient féministes, il y avait des collectifs féministes qui étaient d'ailleurs différents, il y en avait plusieurs, ils n'étaient pas toujours d'accord, ils n'avaient pas les mêmes stratégies d'action, donc on avait aussi envie de rendre cette diversité des mobilisations féministes. Et puis aussi il y avait des personnes qui venaient en famille, qui venaient en couple, il y avait des jeunes femmes qui avait un procès, qui allait arriver dans quelques temps pour viol et qui voulait venir voir comment la justice se passait. Il y avait des personnes qui venaient pour essayer de voir à quoi ressemblait Dominique Pellicot. Il y en avait d'autres qui venaient tous les jours pour applaudir Gisèle et puis qui repartaient. Donc on avait envie, justement, par la méthode par entretien, par toutes les rencontres qu'on a pu faire, de rendre justement des reliefs à ces grands ensembles de foule et essayer de comprendre justement qui était venu, et pour quelles raisons toutes ces personnes, en grande majorité, encore une fois, des femmes, étaient présentes pendant ces 4 mois.
Vous écoutez les anthropologues Laurent Serrault, Riwan Nguez, Céline Lesourd et Perrine Lachenal à l'occasion de la présentation de l'ouvrage collectif Mazan, Anthropologie d'un procès pour viol aux éditions Le Bruit du Monde à la librairie Ombre Blanche, jeudi 4 décembre 2025. Alors il y a une notion qui est au cœur de votre travail, qui était fondatrice de votre projet d'aller à Mazan et à Avignon, qui est au cœur de votre livre, c'est l'événement. Alors dans l'introduction, vous écrivez ceci. Notre parti pris de départ a été de considérer ce procès comme un événement. Ce concept, tel qu'il est mobilisé en sciences sociales, décrit un basculement dans l'ordre des choses. Une brèche dans l'organisation sociale. Il met en lumière une modification sensible des rapports de force et de la configuration des possibles, comme le suggère l'anthropologue Alban Bensa et le sociologue Éric Fassin. Le choix terminologique est aussi guidé par notre ancrage féministe. Depuis cette position singulière, ce procès est bien un événement dont on désire qu'il fasse rupture, séparant un avant d'un après dans la conception du viol. Alors, la question que je me suis posée en lisant ce passage de votre introduction, c'était de savoir finalement ce qu'on pouvait espérer que ce procès change et ce qu'il a peut-être changé ou fait évoluer, même si c'est peut-être moins spectaculaire qu'un changement brutal. Là voilà la question piège, Jérôme. Il avait dit qu'il y en a une. Elle est là. Pour la contourner un tout petit peu et laisser le temps à mes collègues de trouver des réponses superbes, peut-être dire que justement cette question de l'événement qu'on a posée, on l'a posée à plein d'endroits différents. Donc là, on vous a un petit peu résumé ce qui s'est passé dans le tribunal, autour du tribunal sur les questions de justice. Mais justement, on a eu envie d'interroger, t'as bien choisi cet extrait qui montre justement cette volonté de penser par image un événement qui vient plier, casser, faire rupture, déplacer, et parfois aussi fissurer ou pas, parfois aussi laisser des structures très intactes. Et que, du coup, on a voulu aller à la recherche des échos de cet événement qui, dans certains espaces, du coup, était très assourdissant, puisqu'il y avait un périmètre dans la ville d'Avignon où on ne pouvait pas ignorer qu'il était en train de se passer un procès historique, et puis d'autres espaces, d'autres pôles d'enquête un peu thématiques sur lesquels on a enquêté chaque jour, donc en se séparant le travail. On a dit qu'on était 14 pendant à peu près un mois, donc par 2, par 3, on prenait en charge des différents espaces qui nous ont permis d'explorer, selon nous, des lieux où justement on pourrait percevoir les échos de cet événement. Donc ça pouvait être justement les espaces, les annexes du tribunal, les brasseries, les hôtels, les restaurants, qui recevaient quand même du coup quelques 250 journalistes à faire manger chaque jour, à loger, etc. Des espaces qu'on a associés un peu liés au corps, où on imaginait que c'était des espaces où on pouvait peut-être plus facilement justement arriver à questionner la dimension intime de l'événement, où les personnes pourraient être plus à même de s'exprimer justement sur ce que ça pouvait faire dans leur intimité, dans leur foyer. Donc des salles de sport, des saunas, des hammams, des magasins d'habits, de sous-vêtements, des lieux aussi, bien sûr, d'accueil de victimes, de femmes victimes de violences en Avignon, des lieux dans l'envie de cerner aussi la spécificité d'Avignon, à la fois cité de théâtre et à la fois cité des papes. On a beaucoup investi des espaces culturels, les espaces de production de récits, les espaces où s'inventait déjà la programmation du festival de théâtre à venir, et puis des espaces de culte, des communautés religieuses, donc synagogues, mosquées, temples, églises, dans la ville d'Avignon et aussi extramuros. Et l'université, les espaces de jeunesse aussi, les enseignantes, enseignants, les lycées, les collèges. Donc, pour vous dire un peu, voilà, et donc il y avait différents pôles d'enquête, et dans tous ces pôles d'enquête, on allait justement essayer de décrire ce que le procès faisait. Alors, je ne sais pas,
Voilà. Ben voilà. Donc oui, est-ce que ça fait événement ou pas? Et pour certains, le fait que ça soit un événement médiatique a été aussi un problème qu'ils ont dû gérer, notamment à Mazan. Mazan, au tout début de procès, c'est un énorme événement médiatique qui tombe sur le village, où les gens sont interviewés dans les rues, traqués par les journalistes du monde entier pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez peur d'être violé parce qu'il en reste encore dans la rue, etc. Et donc, nous, quand on arrive à Mazan 2 mois après, et puis il y a eu l'épisode du maire qui a été interviewé, qui a dit une phrase pour euphémiser les viols en disant « il n'y a pas mort d'homme, elle s'en remettra », comme s'il s'agissait d'une grippe. Et donc, voilà, il y a eu cet événement-là aussi qui a eu un écho international, mais qui a eu un écho local. Et donc, 2 mois après, quand on arrive à Mazan, d'abord, personne ne veut nous parler. Et puis, en fait, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que pour eux, il y a une atteinte à la réputation. En fait, c'est ça qui les cristallise à ce moment précis. Ce qui est très différent au moment de l'affaire, ils avaient une autre vision des choses. Mais là, c'est ça. C'est-à-dire, on voit bien, notre livre en est là aussi l'écho, Mazan, désormais, c'est le procès Pellico. Mais Mazan, c'est un village aussi. Donc, comment on fait coexister ces deux Mazans? Parce que Mazan, il est connu dans le monde entier, mais pour l'affaire des viols. Donc c'est un problème qu'il faut gérer. Donc comment est-ce qu'on essaie que ça ne fasse pas événement? Comment cet événement qui est là, on essaie de le rabattre pour que ça ne soit pas un événement? Et donc on essaie de comprendre comment les gens font. Donc ils vont dire que tous les protagonistes de l'affaire, c'est pas des Mazanais. Pellico, c'est un Parisien. Et puis personne ne les connaissait. Ça fait 10 ans qu'ils habitent là, mais personne ne les connaissait, même pas la boulangère, même pas la factrice. Et puis après, on dit, leur maison, non, elle est à l'extérieur de Mazan, alors qu'elle est à 100 mètres du centre du village. Donc on essaie de mettre tout ça à distance, et puis ça se passe sur Internet, donc c'est pas nous. Et puis personne n'a été faire les couillons chez les Pellico. Voilà. Et puis on essaie de rabattre aussi ce qui devient un fait de société, parce que si c'est un événement, c'est un fait de société. Et donc on essaie de le rabattre de nouveau comme un fait divers. Donc on va le mettre en équivalence avec des faits divers locaux, comme l'histoire des bébés congelés dans le village juste d'à côté qui est arrivé. C'est la même chose. Donc, on essaie d'en faire un non-événement. Et donc là, du coup, c'est un peu à rebours. Ça fait quelque chose dans la vie des gens, ça brise quelque chose, mais en même temps, on ne veut pas le reconnaître en tant que tel de cette façon-là. Et du coup, moi, ça m'évoque que ce qui fait l'événement, c'est aussi ce que nous, on choisit d'en faire. Donc, c'est ce qui nous a motivés à faire cette enquête qui était au début de documenter ce qui est en train de se passer, qui est devenu un livre et qui aujourd'hui un moment de transmission aussi de ce qu'on a pu apprendre. Donc, il est un peu tôt pour dire ce que ça va changer. Et ce que ça va changer, c'est aussi ce qu'on décide que ça change. Et donc, comment on mobilise les leçons qu'on a apprises ou toutes ces informations pour faire bouger les choses, chacune à notre manière. Je pense que, un peu à court terme, ce qu'on peut dire, nous, on a vu que ça a fait brèche et rupture au niveau de la parole, notamment dans les familles. Ça a ouvert des espaces inédits de parole. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que pour la première fois, on a pu parler de viol à table. J'ai pu parler de viol avec ma mère, avec mon père. Et notamment aussi, c'était si massif au niveau de la médiatisation que cette fois, les hommes ont dû s'exprimer. Même si c'était potentiellement pour se distinguer des violeurs. Donc, eux, oui, mais pas moi. Mais en tout cas, ça crée du dialogue, de la conversation. Dans des familles où, en général, on n'en parlait qu'entre femmes ou entre personnes victimes de viol également. Là, cette fois, on nous a dit que les agresseurs avaient été pris à partie, avaient été obligés de parler également. Et puis, autre chose qui me vient à l'esprit, là, c'est la prise de conscience quand même autour de la soumission chimique. On en parlait hier. Au niveau public, ça a quand même déjà changé les choses. On voit qu'il y a beaucoup de conférences ou d'événements, même à Marseille, on a vu tout récemment de tables rondes sur la question de la soumission chimique, qui jusqu'à assez récemment était largement considérée comme un problème dans le cadre festif. Donc on a beaucoup entendu parler des piqûres ou de la drogue du violeur, le GHB, etc. Mais en fait, statistiquement, même si les statistiques pour l'instant sont très peu développées parce que c'est très peu diagnostiqué, en fait, montrent que la soumission chimique est plutôt une arme domestique. Et donc, plutôt que dans les verres d'alcool, elle
les médicaments, c'est plutôt dans les yaourts, voilà. Et donc, les premières victimes de la soumission chimique sont dans les foyers, et c'est plutôt les femmes et les enfants. Et donc, on espère que ce procès aussi, à long terme, va permettre d'améliorer le diagnostic de la soumission chimique, et parce qu'il y a des moyens assez simples, hein, quand même, pour prévenir ces choses-là, où par exemple, on en a parlé, de mettre des colorants dans tous ces somnifères ou ces anxiolytiques dont la recette est largement connue, pour que ce soit possible de le voir, par exemple, dans l'urine. Je rentre dans les détails, mais voilà. Et puis l'errance médicale dont a fait l'épreuve Gisèle Pellicot pose question quand même. 10 ans pour chercher les causes de tous ces symptômes qui étaient multiples, et pas un ou une médecin a été capable de diagnostiquer la possibilité de cette soumission chimique et des viols. Donc aussi une prise de conscience au niveau de l'institution médicale et de la santé, on l'espère. Alors, peut-être 2 questions qu'on va traiter rapidement avant de terminer sur une courte lecture d'un passage de votre livre et de passer le micro à la salle. Alors, une première question peut-être sur les silences, à la fois les silences dans votre enquête, puisque sans doute qu'il y a des sujets dont on a peu parlé avec vous, ou dont vous auriez aimé qu'on parle peut-être, mais aussi des silences peut-être dans l'écriture. Est-ce qu'il y a des choses qui ont dû être passées sous silence au moment de passer à l'écriture ? Comment est-ce que vous avez géré ces non-dits de l'enquête ethnographique ? Et ça a été effectivement une question qui nous a beaucoup mobilisés au cours de l'enquête, et puis surtout au moment où on a construit le livre, son sommaire, et où on s'est mis à écrire, puisqu'évidemment c'est difficile à restituer des silences, et on avait à cœur de les restituer aussi dans leur diversité, puisqu'il y a eu des personnes il y a eu plutôt beaucoup de monde avait envie d'échanger avec nous, de manière même souvent très généreuse, sur leur manière de vivre ce procès. Mais on s'est aussi heurté à des portes closes, et qui sont restées closes pendant toute la durée du procès, notamment de la part des institutions à Avignon, donc mairie, préfecture, commissariat, bureau du festival de théâtre également. On a eu des silences de personnes pour qui l'émotion était si forte que c'était même pas possible d'articuler quelque chose sur le procès. On a eu des silences de personnes qui nous disaient qu'elles auraient préféré s'exprimer peut-être sur d'autres soucis de leur vie. Là, je pense notamment au quartier Extramuros. L'Extramuros d'Avignon, c'est des zones périurbaines extrêmement précarisées, sinistrées socialement, donc des envies aussi de s'exprimer sur d'autres problématiques sociales. Pas par désintérêt pour ce qui se passait à 200 mètres, mais par urgence aussi personnelle d'autres soucis. Donc, on a eu envie, d'essayer de restituer des silences différents, d'essayer de restituer aussi ces manières d'euphémiser, ce mot de viol conjugal. On en a parlé hier. C'est des mots qui parfois ont du mal à être prononcés. On préfère dans les églises notamment, on préfère parler d'abus. On a beaucoup de mal à nommer parfois les violences sexuelles telles qu'elles sont. Et donc donc dans notre livre, il y a 2 chapitres qui sont consacrés au silence, en essayant justement de leur restituer, encore une fois, pareil, un relief, et essayer de comprendre qu'il y avait différentes manières de se taire, et que chacune voulait dire quelque chose sans doute de différent aussi. Peut-être une dernière... Oui, vous voulez rajouter un mot là-dessus, peut-être ? Le silence sur l'inceste pendant tout le procès. Et, en tout cas, ça reste la question silenciée. Et en attendant, on va voir si effectivement Caroline Darian aura son procès. Peut-être une dernière question avant que vous ne lisiez un passage du livre. Alors, du livre à propos duquel il faut quand même dire quelque chose que j'ai peur qu'on oublie de dire, c'est que c'est un livre qui a été écrit pour des principes, enfin pas seulement, mais surtout en pensant à des personnes qui n'étaient pas des chercheuses en sciences sociales. Donc c'est pas un livre qui jargonne, c'est pas un livre
C'est pas un livre théorique, c'est pas un livre compliqué. C'est un livre, c'est pas léger, évidemment, mais ça vous l'avez compris. Mais c'est un livre qu'on peut lire aussi dans le désordre. Il y a combien? 30, 40 chapitres, je me souviens plus. De 36, j'étais pas loin, c'est 39. De 5 à 8 pages. Et c'est un livre qu'on peut, je crois, lire dans le désordre, en fait, selon les thèmes qu'il aborde. Donc c'est un livre très original de ce point de vue, ce qui me conduit à vous poser la question de savoir finalement comment vous voyez votre livre dans la liste des livres qui portent sur Mazan et qui sont publiés depuis ces derniers mois. On peut penser, il y en a plusieurs, on peut penser évidemment au livre de Caroline Darian. On peut penser à plusieurs livres de journalistes ou d'essayistes qui sont parus. Il y a une BD aussi, je crois, qui est parue. Voilà, comment vous pensez que ce livre se positionne dans cette offre littéraire à propos de Mazan? Merci. Oui, en fait, l'objectif du livre, c'était vraiment on peut lire dans n'importe quel ordre, n'importe quel chapitre, mais notre point de départ, c'était vraiment de proposer une immersion, d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les yeux et les oreilles, de vous conduire et d'arriver au tribunal, en sortir, arpenter Avignon, pour revenir au tribunal, puisqu'il y avait un sac et un ressac, les deux espaces ne sont pas perméables. Et nous, on se dit, parce qu'on est au 15e livre, enfin, en tout, il y a 15 livres, il y a un événement éditorial, donc là aussi, encore le terme d'événement, la philosophie, des journalistes, des avocats, des avocates. Dominique Pellicot cherche un éditeur. Le livre de Gisèle Pellicot sort dans 1 mois. Donc, nous, ce qu'on se dit, et ça fait vraiment, vraiment très plaisir, c'est-à-dire que de toutes nos places différentes d'autrices, avec nos compétences différentes, avec nos regards différents, avec les espaces qu'on a occupés, on propose une offre variée, personnelle, avec des analyses différentes, et on participe à faire vivre une parole. Et c'est en ça que c'est aussi un événement. Et moi, je suis hyper fière de nous, que ce livre, il continue à faire vivre des interrogations, à faire vivre ce procès et les questions qu'il doit continuer de poser. Oui, ces livres sont différents. Certains, la plupart, sont écrits par des personnes et des autrices uniques. Il y en a un autre qui est collectif, c'est celui de la BD. Voilà, donc il y a des collectifs. Beaucoup de gens qui ont participé au procès, qui l'ont suivi tout du long, donc avec une expérience personnelle concrète du procès, sauf un. Et ça, c'est aussi très riche parce que chacun a eu sa manière de vivre le procès. Nous, on l'a eu aussi, puisqu'on a été un collectif. On s'est soutenu aussi face à cette difficulté parfois de l'enquête. Et dans d'autres bouquins, on trouve, dans d'autres livres, pardon, on trouve aussi ce rapport à soi dans le procès, comment ça a impacté. Donc voilà, il y a aussi des résonances entre nos livres, il y a aussi des différences, et je trouve que c'est dans cette diversité que on peut aussi collectivement penser le procès, et que peut-être les lecteurs et les lectrices peuvent aussi, à travers ces témoignages différents, le penser. Donc on vous propose de terminer, avant de vous laisser donc la parole, en vous lisant un chapitre qui s'intitule « Ça ne concerne que les femmes ». C'est un chapitre qu'on aime bien parce qu'à la fois le contenu il est important à transmettre, et on aime aussi l'idée de justement vous faire entendre notre plume, parce que c'est une plume un peu singulière, parce que c'est une plume collective, et puis ça illustrera justement ce que tu disais, Jérôme, de ce style qu'on a voulu travailler pour le rendre le plus descriptif et le plus accessible possible, en faisant exister des personnages qui ne sont pas des personnages fictifs, hein, bien sûr, qui sont des personnages de l'enquête. Et voilà, on se disait que c'était une bonne manière de conclure en laissant d'autres que nous parler. Merci. Ça ne concerne que les femmes. Madeleine a les cheveux blancs et une voix douce. On pourrait parier, sans même avoir besoin de les regarder, que ses mains portent les marques d'une vie passée à travailler.
Dans le restaurant qu'elle tient avec son grand-fils, les journées sont longues. Madeleine s'affaire sans cesse en cuisine, en salle et derrière le comptoir. Le service du midi est souvent animé. C'est ici qu'aime venir déjeuner le personnel enseignant et administratif de l'université qui se trouve à quelques rues. Chaque début d'après-midi, éponge à la main, torchon sur l'épaule, Madeleine se charge de tout remettre en place et de nettoyer les tables. Elle pense souvent au procès en ce moment. Il lui en arrive des échos, pas tellement de sa clientèle, le restaurant est trop loin du tribunal, dit-elle, mais par la presse qu'elle consulte quotidiennement. Ce procès la fait réfléchir, notamment sur la nature humaine, tordue, et l'affect. Madeleine n'en parle pour autant à personne, pas même à son fils, avec lequel elle partage ses journées. C'est que, dit-elle, d'un air là, ça nous concerne, nous, les femmes, il n'y a que nous qui puissions comprendre. Non loin de là, dans une boutique du centre-ville, Laure plie, replie, accroche des sous-vêtements à des cintres, les dispose avec soin dans les rayons. Elle n'a même pas 30 ans, la moitié de l'âge de Madeleine. Longue chevelure brune, maquillage discret, elle aussi se dit ébranlée par le procès. En tant que femme, ça la touche, mais ça ne l'a pas surprise plus que ça. Avec ce procès, je ne suis pas tombée du 10e étage, le viol, elle le craignait déjà, la méfiance, elle vivait déjà avec. Elle résume, on ne découvre rien, nous, les femmes. Nous les femmes, il y a comme de l'écho dans les rues d'Avignon. Les voix de femmes résonnent les unes avec les autres. L'usage des pronoms ne trompe pas. Les femmes disent « nous » et parlent au pluriel. Elles généralisent. Elles disent « chaque femme » pour ne pas avoir à dire « moi aussi ». Elles témoignent de violences subies par un détour au collectif. On s'est toutes déjà forcées à avoir un rapport sexuel, confie Laura. Ici et là, les bouches articulent les mêmes mots. On dirait presque un disque rayé ou un bégaiement, provoqué à la fois par l'expérience de la violence et par la peur de son irruption. C'est entre sœurs, copines, collègues, voisines qu'on se raconte, parfois à demi-mot, les agressions subies, les petites, les plus grandes, celles qu'on redoute. Comme Laura et sa collègue qui se souviennent de blagues déplacées à l'occasion d'une braderie dans leur boutique de sous-vêtements ou de cet homme qui voulait que l'une d'entre elles essaie devant lui les sous-vêtements qu'il voulait acheter. Sur le campus de l'université, on passe en revue ses relations intimes, on raconte les copains pas à la hauteur, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui s'en foutent, ceux qui se montrent agressifs à l'évocation du sexisme ordinaire. On raconte les violences vécues par des copines, on questionne l'hétérosexualité, on remet en question l'amour qui empêche une femme de quitter son mec s'il est violent. Toutes ces discussions offrent une illustration de ce que la sociologue Liz Kelly a nommé le continuum des violences sexuelles. Il ne faut pas envisager ce continuum comme un trait dessinant de manière rectiligne une chronologie, ni comme un axe vertical qui hiérarchiserait entre elles les violences, de la plus futile à la plus sérieuse. Le terme vient plutôt mettre en lumière que toutes les femmes font l'expérience de violences sexuelles, elles se socialisent en tant que femmes à travers ces violences et qu'elles les relient ces expériences de violence les unes aux autres. C'est la peur qui, dans les récits, semble constituer le lien premier entre les femmes croisées à Avignon ces jours-là. La peur du viol est même souvent présentée comme constitutive de leur condition de femme, quotidiennement, comme si ces éléments étaient indissociables. Être une femme, c'est se savoir violable. Cette peur, dans ses formes les plus extrêmes, c'est le commun des mortels. Elle préexistait aux 4 mois d'audience. Pour Laura, les femmes ne découvrent rien. L'affaire Pellico est une piqûre de rappel qui remet un coup de pression. Si la figure du violeur de parking souterrain effleure ça et là dans les récits inquiets, avec ce procès, c'est surtout la possibilité, statistiquement établie, d'une interconnaissance avec son agresseur qui remue. Ludivine, originaire de Mazan et installée aujourd'hui à Avignon, raconte qu'elle s'est empressée de regarder la liste des accusés pour dissiper d'emblée un doute intenable et vérifier que ni son père ni son frère ne s'y trouvaient cités. Nina, que l'on rencontre dans un bureau de l'administration de l'université, raconte un vacillement semblable. C'est difficile de faire encore confiance aux gens. Comment on peut faire confiance? Même à un pote, même à ton mec. Les accusés manquants, cette vingtaine de violeurs encore en liberté qui ne seront sans doute jamais retrouvés, amplifient cette suspicion planante. Les gars qui sont en liberté, ça peut être tout le monde. Sa collègue renchérit « Ouais, un gars dans le bus ». Et Nina enchaîne, les yeux dans le vague. « Oui, ou ton mec. Ça peut être ton mec aussi. »
Et si la peur s'intensifie pendant quelque temps, souvent sous l'effet de la proximité physique avec le tribunal et avec les accusés qui y comparaissent libres, on s'organise. On s'appelle une fois chez soi pour rassurer à l'autre qu'on est bien rentré. Merci. Les discussions avec les hommes ont du mal à s'amorcer. Claire, 45 ans, regrette que son homme travaille trop pour s'informer. Lola, 14 ans, déplore que ses copains de lycée prennent le sujet à la rigolade. Eux, à part les sports et les jeux vidéo, il n'y a rien qui les intéresse. Certains de nos interlocuteurs confirment que les femmes sont plus intéressées par le procès. Ils expliquent qu'il les concerne, oui, mais plutôt par ricochet. « Ça me touche, j'ai une mère », dit un tenancier de brasserie. « Ma sœur, c'est une femme, ça l'a touchée », renchérit le patron d'un sauna. Mais au fond, un mec hyper ouvert, ça reste un mec. Il ne pourra pas comprendre, conclut une serveuse. Comme s'il ne restait à la fin que des hommes et des femmes. Le procès contribuerait en ce sens à faire exister et dresser de part et d'autre 2 blocs et semble avoir échoué à instaurer une véritable conversation entre ces derniers. Je pense qu'il est temps, si vous le souhaitez, que les autrices discutent avec vous. Donc si quelqu'un souhaite le micro pour réagir ou poser une question. Je me demandais dans la jeunesse du texte à quel point ce texte était polyphonique, c'est-à-dire que finalement, à la fois vos champs de recherche peut-être respectifs, mais bien au-delà, vos sensibilités, vos parcours individuels avaient pu jouer finalement dans la composition du texte, s'il y avait peut-être d'éventuels désaccords sur certains termes, si certains chapitres étaient dédiés et écrits par certaines personnes, ou au contraire, si voilà, vous avez ensuite co-rédigé et lu respectivement certains des chapitres ensemble pour harmoniser certains éléments. Donc oui, il y a eu tout un travail collectif sur l'écriture. D'abord, on a partagé nos données. Et ça, c'est aussi important parce que d'habitude, chacun garde ses données et travaille avec ses données. Donc là, on a tout mis à plat et on a partagé nos données. Donc il y a 1000 pages d'entretien, il y a 200 pages de carnet de terrain et un carnet de terrain, c'est là où chacun, on met nos observations, la suite de notre enquête au jour le jour. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez personnel de rapport à l'enquête. Donc on a partagé tout ça pour commencer à écrire. Et puis au début, pour construire le livre, construire le sommaire, chacun a dit ce qu'il voulait écrire, les thèmes qu'il voulait écrire, les thèmes qu'il voulait aborder, et parallèlement ceux qu'il pensait qui étaient importants pour le livre, mais qu'il ne se sentait pas nécessairement d'écrire. Et le sommaire s'est construit comme ça. Après, on s'est distribué les textes. Donc certains textes ont été écrits par une seule personne, d'autres par 2, d'autres par 3. Et puis, il y a eu des relectures. Il y a eu une V1 relue par Céline et Perrine, qui ont été les 2 coordinatrices. Il y a une V2 qu'elles ont encore relue. Il y a eu une V3 qui est arrivée. Et à la V3, on a organisé une résidence d'écriture où on s'est mis par petits groupes de 2 ou 3. Et on avait 4 ou 5 textes qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient ceux de nos collègues, et qu'on a réécrit, retravaillé, en faisant des coupures, en réécrivant certains passages, etc. Donc ça a été aussi un moment de refonder une écriture collective, parce que aussi quand on écrit, nous, on a aussi écrit avec des jeux au départ, puisque je suis allée au tribunal, j'ai observé ceci. Et à un moment, on s'est dit, il faut lisser ça, il faut qu'il y a l'idée d'une fluidité, d'une écriture un peu collective. Et donc là, on a remis aussi du nous à ce moment-là. Et voilà, donc ce processus d'écriture, il s'est joué entre février et juin, avec toutes ces étapes-là. Et à la toute fin, du coup, il y avait vraiment, il faut imaginer comme un peu un orchestre qui s'accorde avant un concert, c'est-à-dire vraiment le dernier mois aux manettes, un peu avec Céline, quand on avait tous les chapitres, ça a vraiment été des ajustements tout petits, quoi, dans du micro-détail pour essayer de lisser et donner une écriture la plus fluide et uniforme possible. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'on a très bien réussi, puisque beaucoup de retours nous disent qu'on a l'impression qu'en fait, il y a une seule personne qui a écrit tout le livre. Et on a même fait le choix, du coup, les chapitres, on peut savoir en fin de livre
qui a écrit majoritairement quel chapitre, mais on les signe pas au fur et à mesure du livre. Donc on se promène vraiment dans un livre où finalement voilà, on s'efface un peu comme collectif avec un travail de style qui nous a demandé quand même beaucoup de temps. Et puis il y avait un enjeu, bien sûr, il y a 40 textes, donc du coup il y a des personnages qui reviennent aussi, il y a des choses qu'il fallait qu'elles apparaissent pas plein de fois, donc il y a un travail de lissage, d'aller-retour quasi jusqu'au bout, mais qui permet du coup à un truc assez extra, quoi, d'une écriture partagée et à la fois très homogène. Et une dernière chose, justement sur le nous, pendant tout le processus d'écriture, donc de janvier, partage des données, on commence à écrire vraiment mi-février, on a un premier manuscrit à la mi-mai, ce qui est énorme, 4 mois pour écrire à 14 en plus. Et tout au long de et on enquête encore pendant ce temps, voilà, donc on mène un peu tout de front, mais se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de nous. Nous, en tant que collectif, ce que cette enquête et cet événement aussi a fait à notre vie professionnelle et à notre vie privée. Voilà. Voilà. Et la réponse est dans la conclusion. Voilà. Parce que vous dites, on a interrogé, déjà faisait des réflexions, mais vous, les vôtres. Eh bien, nous, on est. Ben voilà, c'est la question qui se posait. Si, on s'est, mais pendant toute procédure, le processus d'écriture, on s'est dit où est-ce qu'on se met nous, où est-ce qu'on parle un peu nous, parce que oui, on était impactés de façon très variée dans nos corps, dans nos rêves. On rêvait ou on prenait un train et plutôt que de voir voie A, voie B, on voyait sur les quais viol A, viol B. Enfin voilà, on était très 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 impactés évidemment. Et où est-ce qu'on mettait ça ? À la fois, on ne pouvait pas le taire, mais en même temps, on ne pouvait pas prendre toute la place. Il fallait trouver la bonne place, la bonne posture. Et donc, au fur et à mesure, on était très prises, les écritures de chapitres, on les assemblait, puis le 14 passait en 12, parce qu'en fait, en écrivant, on se rendait compte que le sommaire, on devait le bouger. On disait, nous, on se met où ? Et on repoussait la question en disant, il faut qu'on se mette quelque part. Et au final, on est dans la conclusion, où on parle un peu plus de... Et un peu l'intro, on pose des questions. Et dans la conclusion, effectivement, on vient dire, on vient poser plein d'autres choses. On ne parle pas que de nous, mais on vient dire aussi, oui, comment cet événement s'est introduit dans notre vie professionnelle, individuelle et collective, et comment, effectivement, aussi il a fracturé nos propres vies personnelles et nos intimités. Moi, je voulais vous poser la question de... Ce que vous avez présenté au début, que je trouve fascinant, c'est que vous avez fait un travail d'enquête sur un contexte. C'est-à-dire que pour moi qui fais de l'histoire, je vous entends aussi reconstituer tout un contexte historique, ce que nous on appellerait un contexte historique et qu'on cherche à reconstituer à travers d'autres sources, mais comme toujours, on ne peut pas interroger les gens et on ne peut pas parler avec eux. Enfin, pour moi qui travaille sur le 15e. Et dans ce que vous avez fait, dans ce travail-là, je me demandais deux choses. D'une part, dans quelle mesure ce contexte plus général vous a informé votre observation du procès en lui-même ? C'est-à-dire, quel est le lien entre le contexte et ce procès pour vous ? Et en lien avec ça, qu'est-ce qui vous a surprise ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a surpris, dans ce que vous avez entendu, vu, constaté ? Il y a des choses qui, j'imagine, vous attendiez à ça. Il y en a d'autres qui vous ont déplacé, qui vous ont pris par surprise. Et c'était quoi ? Comme ça, spontanément, mais je pense que chacune va... Je me souviens Donc, on est arrivé, c'était un lundi soir, premier jour d'enquête, un mardi. On est allé au tribunal. On a tout commencé par le tribunal. Et puis après, on est sortis. Et le lendemain, on était toutes les trois avec Irène, donc une autre membre du collectif, on est allé à l'université pour enquêter, voir les étudiants, des personnels enseignants, des personnels administratifs, pour voir ce que ça faisait pour ces plus jeunes de vivre avec les collages, de vivre avec le procès, comment ça s'introduisait dans l'université, est-ce que c'était un sujet aussi des enseignants, des enseignantes, un sujet entre étudiants, étudiantes, etc. Et on avait deux équipes. On est partis, Riwanon et moi, d'un côté de l'université, et Perrine et Irène d'un autre. On s'était donné 3 heures. Au bout de 3 heures, on s'est retrouvés. Nous, on était désespérés en se disant, mais en fait, tout le monde s'en fout.
ou alors se dit ouais c'est en septembre, mais c'est fini non, cette affaire bellico. Voilà. Et donc en fait c'était là, mais c'était pas trop là. Mais au final quand on creusait, il y avait quelque chose. C'est-à-dire, il fallait aller chercher, mais à la fois c'était comme si c'était déjà quelque chose de passé. Mais c'est aussi une façon, enfin voilà, de mettre les choses à distance. Mais nous on se disait mais les gens ils vont être comme nous. À fond, suivre le procès, les verbatims, et puis un tel avocat, il a dit ça aujourd'hui, mais le lendemain, il y a eu tel collègue. On pensait que tout le monde serait en prise, en fait. Parce que nous, on venait d'arriver avec cette idée, comme on l'a dit, de faire événement. Et on retrouve le deuxième groupe à midi, et elles étaient hyper enthousiastes, elles avaient reçu des super témoignages, elles avaient rencontré... Voilà, elles avaient une matière avec un autre regard, une autre approche, un autre rapport au procès, à l'intérêt qu'ils y avaient porté. Moins de distance aussi dans la façon de percevoir et de penser le procès. Et là, c'était le clash entre nous, c'est presque un peu, il ne s'est rien passé, et pour vous, c'était de matinée. Ouais. Et je complète le même récit du coup pour dire ce qui s'était passé pour nous à cette matinée, parce que c'est aussi, je pense, dans justement la manière dont on a rendu l'événement. Nous, du coup, on a rencontré, quand on a erré dans les couloirs, et puis on a fini par rencontrer du personnel administratif. Et on avait reçu notamment le témoignage d'une personne. Bon, en plus, il y avait beaucoup de choses très intéressantes dans son témoignage sur la manière dont, en vivant à Mazan, sur la question immobilière, qui était une question qu'on s'était pas du tout posée, hein, du prix des maisons à Mazan, donc des choses un peu et d'autres. Et c'est à la fin de la conversation qu'elle a pris la parole pour, sans l'avoir, je pense, vraiment prémédité, mais nous expliquer que la proximité avec ce procès dans sa vie avait fait que pour la première fois de sa vie, elle avait parlé à sa sœur de l'inceste dont sa sœur avait été victime de la part de leur oncle. Et elle n'en avait jamais parlé à sa sœur de toute sa vie. Sa sœur n'en avait jamais parlé. Et elle a senti qu'elle le disait vraiment. Elle a dit c'était maintenant ou c'était jamais. Donc quasiment, c'était plutôt quasiment 40 ans après les faits. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvés là où nous, du coup, on avait ce témoignage extrêmement fort et qui montrait en plein ce que ça faisait, c'est-à-dire la fissure dans la parole, la fissure dans l'injonction au silence sur lequel se basent et s'ancrent les violences sexuelles, notamment sur les enfants. Et ça avait fait brèche dans la vie de cette femme, et ça avait ouvert une discussion qui n'avait jamais eu lieu et qui était déjà en train de changer des choses dans cette famille, même si l'oncle était décédé, etc. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre-là. Et à la fois, la confrontation du coup de nos deux matinées, on s'est dit... on fonce, on continue, parce qu'en fait, c'est toute cette palette de témoignages qu'on peut nous donner qui nous fait voir justement l'événement là où on l'attend pas, et différentes nuances de l'événement, différentes natures de l'événement pour les gens. Peut-être sur le contexte, on a mentionné, Céline a parlé tout à l'heure du procès de 1978. Ça donne une impression, une idée de 50 ans après, qu'est-ce qui a changé et comment le contexte permettait là que le procès soit reçu de la façon dont il a été reçu. Et une différence flagrante, c'est que hors du tribunal à Aix en 78, c'était plutôt des hommes qui attendaient les victimes et qui soutenaient les hommes violeurs en revendiquant un droit à violer les femmes, et que cette fois c'était plutôt des gens qui venaient massivement et en plus de toute la France et même du monde entier pour soutenir Gisèle Pelicot, qui a été érigée en véritable icône et par exemple c'est un visage, je pense que aujourd'hui tout le monde a vu, alors qu'on se rappelle pas du visage, on se rappelle peut-être de Gisèle Halimi, mais on se rappelle pas du visage des deux victimes du procès d'Aix. Donc ça, ce serait un gros changement quand même dans le contexte qui permettait de recevoir le procès comme il l'a été, médiatisé. Et une autre surprise, ça c'est une petite surprise de terrain, c'est que nous, on n'avait pas pensé à cet effet de proximité en arrivant à Avignon ou à Mazan, de ce que ça fait sur un tout petit espace, que tout le monde connaisse un des agresseurs, un des violeurs, ou connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc la première surprise qu'on a ensuite mobilisée nous dans notre enquête, c'était la liste. Donc il y a une liste des accusés qui a été affichée sur le tribunal au moment de la levée du huis clos, qui a aussitôt été photographiée et massivement distribuée. Et à Marseille,
Marseille, on n'est pourtant pas si loin, et pour autant, nous, on n'a pas eu, là, dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, le réflexe d'aller vérifier si notre père était sur la liste, par exemple. Mais donc ça, c'est une surprise et qui amène à réfléchir, parce qu'on a beau connaître les statistiques, c'est pas la même chose que d'y être confronté comme ça, donc en chair et en os, ou en voyant que c'est partout. Ça peut être l'infirmier de ma grand-mère, le pompier qui est venu l'autre jour, le père de tel enfant qui est dans l'école de mon fils, etc. Et voilà, donc moi ça m'a beaucoup questionné au-delà de la surprise, cette mise à distance qu'on opère tout le temps, même quand on est conscient du problème. Et ça, c'est un aller-retour que on faisait dans les trains, par exemple. Après être sorti d'une salle d'audience où on est entouré du coup de 51 violeurs désignés comme tels, ce que ça fait d'aller dans un wagon et de réfléchir à où est-ce que je vais m'asseoir. Et cette fois, ils n'ont pas l'étiquette violeur sur le front, mais je sais que statistiquement ici, potentiellement, je vais m'asseoir sur un violeur. Et ça, c'était au-delà d'une surprise, un choc quoi de l'enquête et de voilà cette difficulté à revenir aussi dans les retours à Marseille notamment, mais qui sont nécessaires en fait. On peut pas vivre en y réfléchissant. Je crois. On a besoin de cette mise à distance, et ça, on l'a beaucoup vu chez nos inquiétés, et chacun l'opère à sa manière. Merci, parce que c'est passionnant, vraiment, les diverses perspectives par lesquelles vous avez travaillé, et puis les échos que ça a eu en vous. Mais moi, je me dis que ce qui serait passionnant, c'est que dans 10 ans, vous fassiez la même recherche sur ce qui reste de ce procès là-bas et même ailleurs, quoi, parce que je me dis presque maintenant, enfin, c'est pas à oublier, mais c'est mon inquiétude, quoi. Alors c'est vrai que là, on a travaillé vite, on a travaillé sur ce moment concentré, et qu'est-ce que ce procès va faire à plus long terme, est-ce qu'il va faire événement à plus long terme, c'est aussi une de nos questions. Peut-être qu'on va pas refaire cette enquête collective de cette façon-là, mais on est plusieurs parmi nous à avoir envie de la continuer sous différentes formes. Par exemple, moi j'ai enquêté plus particulièrement à Mazan, et donc 2026 c'est les élections municipales, où un maire a été vraiment critiqué, soutenu aussi par certains qui ont dit c'est une parole malheureuse, le pauvre. C'est sûr, il n'aurait pas dû dire ça, mais quand même, c'est un brave homme. D'autres qui pensent que c'est inadmissible. Il a été aussi soutenu par un parti, et puis en même temps, il n'en fait pas partie. Enfin voilà, comment est-ce que en 2026, le procès va faire irruption dans les élections municipales de Mazan, par exemple? Qu'est-ce qu'il va jouer là? Je pense que moi, j'ai envie d'y retourner à ce moment-là pour en savoir quelque chose. Et puis peut-être même à plus long terme, parce qu'il y a le procès de 78 et le procès de 2024 qui font sens par rapport à une histoire de la pénalisation du viol. Mais à Mazan, localement, il y a aussi un autre procès dans les années 60 qui a été très médiatisé à l'époque. Il y a eu, qui a été qualifié du procès des recluses de Mazan, donc deux femmes, une mère et sa fille, qui pendant 17 ans ont été recluses dans leur maison, pas enfermées à clé par leur mari, mais qui ne sont pas sorties pendant 17 ans, qui ont vécu dans des conditions absolument abominables. Et la fille est morte à l'hôpital au bout de 17 ans. Et il y a eu un procès où le père, qui était un ouvrier agricole, a été accusé de non-assistance à personne en danger, mais surtout, l'ensemble du village a été accusé par les médias de n'avoir rien fait, d'être coupable aussi de cette situation. Donc voilà, il y a un procès aussi de Mazan historique, et comment est-ce qu'on peut relier peut-être ces deux procès et penser comment un village s'affronte à ce genre d'événement. Après, on a d'autres idées aussi. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venus nombreuses et nombreux pour rencontrer les autrices du livre Mazan, Anthropologie d'un procès pour viol. J'espère que vous serez amenés à le lire. Vous avez écouté à l'instant 4 des contributrices et contributeurs du livre collectif Mazan, Anthropologie d'un procès pour viol, édition Le Bruit du Monde, Laurent Serrault,
Perrine Lachenal, Céline Le Sourd et Riwanon Gwez lors d'une rencontre enregistrée jeudi 4 décembre 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.